Première question sur le contexte macroéconomique notamment dans lequel s'inscrit l'investissement immobilier à date. Donc d'un côté, on a l'inflation qui justement est traditionnellement propice à l'investissement immobilier. De l'autre côté, on a une tendance macroéconomique qui se dégrade. Donc, qu'est-ce qui l'emporte aujourd'hui? Comment on voit les choses au sein de la française concernant le contexte macroéconomique en particulier dans lequel s'inscrit justement votre stratégie d'investissement au global? Alors le vrai sujet, c'est qu'un des avantages de l'immobilier par rapport aux classes d'actifs, c'est qu'effectivement, vous avez, quand vous signez des baux, vous avez une indexation qui est fait peu ou prou hein, sur l'inflation, hein, puisque si en immobilier de bureau, vous avez une partie liée à les prix de la consommation, mais vous avez les coûts les coûts des travaux, donc vous avez effectivement une inflation qui va être mise en place au niveau des loyers. Et la question que vous pose, elle est judicieuse, c'est-à-dire que dans un environnement effectivement qui peut être problématique avec l'inflation qui pourrait entraîner une récession, effectivement le vrai sujet va être de voir comment finalement les locataires vont accepter ces hausses de loyer. Donc ça, c'est pour vous un aspect protecteur. Alors, qu'est-ce qui peut se passer quand finalement un locataire se dit, mais moi, je peux pas payer 5% de plus, hein, puisqu'on est vraiment sur des rythmes annualisés qui sont maintenant passés à hauteur de 5%. Et bien derrière, vous avez une négociation qui est faite entre la française et les locataires. Et ce qui peut se passer, c'est que, admettons, votre bail va être résilié d'ici 2 ans. Vous allez pouvoir allonger les baux, aller chercher du 6 ans et du 9 ans. Du coup, d'un côté, ça vous permet d'avoir un revenu locatif pérenne sur une durée plus longue, et vous savez que les experts, en fait, ils valorisent cette capacité à toucher des revenus locatifs, et du coup, ça va protéger, j'ai envie de dire, la valeur du bureau. Le vrai sujet, effectivement, c'est que si on est dans un environnement récessif, quid effectivement de la santé économique qui est, heu, qui est un vrai indicateur sur la santé de l'immobilier de bureau. Il faut savoir que la Banque centrale européenne a vraiment conscience du risque récessif et derrière d'une fragmentation de la zone européenne. Donc, elle va faire au mieux quelque part pour ne pas augmenter trop les taux pour effectivement mettre l'économie européenne et donc l'économie française en récession. Mais effectivement, des questions vont se poser dans les semaines et les mois à venir sur l'impact de l'inflation et de la hausse des taux sur la croissance économique européenne. Maintenant, si on doit faire un arbitrage sur les actifs financiers, que ce soit sur les obligations, les actions, le private equity ou l'immobilier, eh bien l'immobilier, c'est la seule classe d'actifs derrière où vous allez retrouver une indexation vis-à-vis d'une inflation, et donc derrière, vous allez profiter des tensions inflationnistes. D'un autre côté, effectivement, l'environnement qu'on connaît, finalement, il n'est ni favorable aux actions, aux obligations, sur ces problématiques de hausse des taux ou de baisse de la croissance, sur le private equity et sur l'immobilier. Mais j'ai envie de dire que l'immobilier, c'est l'actif qui devrait le moins souffrir de cet environnement qui est quand même extrêmement complexe, où on a peu de visibilité. Peu de visibilité, pourquoi? Parce qu'en fait, une partie, c'est sur des risques géopolitiques liés à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et que malheureusement, personne ne sait quand tout ça s'arrêtera. Ok. Autre question, Laurent, sur votre politique de développement durable, en fait, à savoir à quand éventuellement une demande de labellisation pour ces SCPI, donc avec un audit pour le coup indépendant qui viendrait attester justement donc de la solidité de votre approche durable. Alors, comme je vous l'ai indiqué, c'est la SCPI épargne foncière, c'est une SCPI qui est une ancienne SCPI, donc qui investit depuis 1968 dans des actifs. Et donc mécaniquement, cette SCPI, elle n'a pas 100% d'immeubles aux dernières normes environnementales, qui explique qu'elle n'a pas le label ISR par rapport à d'autres SCPI de la française. Le sujet labellisation ISR qui est une problématique aussi en Allemagne. Ils n'ont pas cette même
vision sur ces problématiques ISR qui fait que c'est compliqué d'avoir d'une part le label ISR sur les problématiques de l'historique du portefeuille, hein. On a quasiment près de 5 milliards d'immeubles, donc vous imaginez que c'est compliqué d'avoir 5 milliards correspondant à des immeubles HQE BBC. Voilà, c'est ça l'inconvénient, on va dire, de cette SCPI, mais qui est aussi un avantage par rapport à ce que je vous ai présenté par rapport à la situation géographique. Et puis la labellisation sur des SCPI européennes, la labellisation ISR, c'est compliqué par rapport aussi aux relations aux locataires, etc. Donc ceci explique cela, mais j'ai envie de dire, il y a un vrai travail qui est fait. Et en fait, si vous ne l'avez pas sur le label ISR, vous l'avez sur les problématiques SFDR 9, qui est un point important, puisqu'en fait, c'est d'essayer de limiter le réchauffement climatique. Et donc ça, c'est pris en compte pour épargne foncière et pour Europe Imo. Donc, je vous expliquer pourquoi on n'a pas ce label ISR, mais en contrepartie, on a ce sujet SFDR 9 qui est paradoxalement un sujet extrêmement important parce que là, c'est un engagement vers l'avenir pour justement limiter le réchauffement climatique. Et vous vous rendez compte, Laurent, justement, à date, d'un indicateur extra-financier sur le sujet? Tout à fait, hein, puisque ces labellisations, ces classifications, elles sont faites par quelque part des organismes indépendants qui revoient chaque année la copie de chaque SCPI et remettent en cause quelque part soit le label ISR sur ce que je vous ai cité, même si nous on n'est pas labellisé, mais aussi sur la classification SFDR 9, puisqu'en fait vous avez une trajectoire à respecter et on voit si cette trajectoire est respectée, vous gardez cette classification. Et puis si vous n'êtes pas dans les clous sur les immeubles dans lesquels vous avez investi et qui finalement émettent trop de gaz à effet de serre ou des problématiques de traces carbone, et bien derrière, vous pouvez être déclassé avec SFDR 8. Et puis, si c'est encore pire, vous pouvez être SFDR 6. Donc, c'est un vrai sujet qui est fait sur le long terme pour la française. Une toute dernière question, Laurence, sur le risque de liquidité. Donc, un de nos clients qui nous demande, tout à l'heure, tu disais que le risque de liquidité était limité justement dans une offre d'assurance vie du fait justement donc, de l'assureur en fait. Est-ce que Tout tu à peux fait. nous en dire un peu plus sur le sujet? Tout à fait. Vous voyez bien que dans les contrats d'assurance vie, la partie immobilière n'est pas à hauteur de 100%, puisque vous vous direz, quand on voit les revenus obligataires et quand on voit les revenus immobiliers, finalement, l'assureur aurait tout intérêt à investir 100% sur de l'immobilier, sauf que le risque immobilier et l'illiquidité. Alors, l'illiquidité de la vente de l'actif, je vous ai parlé de l'illiquidité sur effectivement le marché secondaire sur la SCPI et que c'est ça qui explique qu'effectivement les assureurs ont des enveloppes limitées sur l'immobilier, donc ça va représenter qu'une partie parce que derrière, effectivement, vous, quand vous investissez dans des contrats d'assurance vie, vous avez une liquidité et donc derrière, c'est l'assureur qui va assurer la liquidité de votre contrat, alors même que derrière, effectivement, vous avez des actifs qui peuvent être illiquides. Et donc la façon dont gère l'assureur pour avoir un faible risque d'illiquidité, c'est-à-dire problématique d'immobilier, c'est d'avoir une partie importante de ces contrats dans des actifs très liquides et puis d'avoir dans une moindre mesure des actifs qui sont moins liquides. Mais voilà, c'est un sujet d'assureur, Imen, mais qui Donc, fait que, ouais, oui, oui. Donc oui, c'est un argument favorable tout simplement justement pour se positionner dans une SCPI, dans une offre d'assurance vie pour le coup. tout à fait, c'est Sachant un pour vrai rappel que avantage. Ouais, oui. c'est un vrai avantage puisque effectivement, si vous investissez en direct sur cette SCPI, vous êtes contraint à la liquidité du carnet d'ordre, alors que si vous investissez dans des contrats d'assurance vie, là, quelque part, ce risque d'illiquidité, c'est l'assureur qui le prend et donc il peut pas le prendre à des hauteurs extrêmement importantes. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas 100% d'immobilier sur les offres assurantielles. Voilà. Donc petit rappel, notre assureur donc c'est CNP Assurance. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va pas faire plus long. On va juste remercier Laurent. Merci énormément Laurent pour ton Merci à éclairage, pour tes explications. Merci à vous, chers participants, d'être restés présents donc jusqu'à la fin de ce webinaire.
Merci énormément. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire. Et puis, encore une fois, merci Laurent pour tout. Merci Au revoir. beaucoup, très bonne soirée. Merci beaucoup, au Au revoir, revoir. chérie. Au revoir.